Le Burkina Faso attend ce mercredi la dépouille de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons dans cette édition sur le parcours de cet homme politique majeur des 30 dernières années. Les Angolais se préparent aux urnes pour ce mercredi afin d'élire leur nouveau président. João Lourenço, désigné comme successeur par Eduardo dos Santos, fait figure de grandissime favori. Enfin, la Cour suprême indienne a interdit ce mardi le divorce par répudiation expresse de la femme autorisée dans la communauté musulmane. Un dossier brûlant qui touche le cœur de la conception de la laïcité du pays. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Encore traumatisé par l'attaque terroriste du café Aziz Istanbul, le Burkina est frappé par une autre mauvaise nouvelle, la mort du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, homme politique majeur des 30 dernières années. Sa disparition est ressentie comme un choc au Burkina, alors que le pays attend la dépouille mortelle du président de l'Assemblée qui sera rapatrié ce mercredi à Ouagadougou pour un dernier hommage. Notre correspondant sur place, Claude Romba, nous retrace le parcours de l'enfant du Yatenga que le pays pleure. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina, deuxième personnalité du pays, est mort samedi à Paris. L'homme a marqué de son empreinte l'histoire politique du Burkina Faso des 30 dernières années. Faiseur de roi, comme il se définissait, Salifou Diallo a connu un parcours politique hors pair. Expulsé de l'université de Ouagadougou pour avoir participé à des grèves et des manifestations avec le Parti communiste révolutionnaire PCRV, il obtient une maîtrise en droit de l'université de Dakar au Sénégal. Natif de Waïgouya, dans le nord du pays, il a été de tout le combat politique du Faso. Pendant la période révolutionnaire, il était le chef de cabinet du ministre de la Justice de l'époque, Blaise Compaoré. Il est l'un des acteurs majeurs de l'avènement du Front populaire avec son mentor Blaise Compaoré. Rompu à la stratégie du complot politique, Salifou Diallo a démontré qu'il pouvait bousculer la donne politique. Il restera fidèle parmi les fidèles du président Compaoré jusqu'à leur divorce en 2008. Une période difficile lors de laquelle il prépare la suite et réussit à convaincre Roch-Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré, tous deux suspendus du CDP, de quitter le navire du parti au pouvoir. Ce qui sera fait en juin 2014 lorsque les trois ex-barons du régime Compaoré claquent la porte et annoncent la formation du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Pour certains, il est l'un des grands artisans de l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Entre autres activités lors de la traversée du désert de Salifou Diallo, il est conseiller du président nigérien et offre des prestations intellectuelles à travers un bureau d'études installé au Niger. De l'avènement du MPP au pouvoir en 2015 jusqu'à son décès le 19 août 2017, il est président de l'Assemblée nationale du Burkina. Le décès du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a suscité des réactions au niveau de la classe politique au Burkina Faso. Claude Romba a recueilli quelques avis. C'est une épreuve de plus. Mais effectivement, c'est ainsi que va la vie. Et nous ne pouvons effectivement que suivre son exemple et solidariser avec ses idées, son œuvre, pour que ce pays trouve la paix et se construise dans la dignité de ses ancêtres, de ses aïeux, pour effectivement l'avenir de ses enfants. La disparition à Paris de notre ami, camarade, le président de l'Assemblée nationale, qui est un grand homme politique. Et ça, c'est une grosse perte pour le Burkina Faso. Vous n'ignorez pas le rôle qu'il a joué pour l'avènement de la démocratie. Et nous pleurons la disparition d'un grand homme. Salifou Diallo appartient à plusieurs familles à la fois. C'est une perte immense pour notre pays. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans notre vie démocratique et depuis de longues années. J'ai eu le plaisir de le côtoyer dans des gouvernements sous le magistère du président Blaise Compaoré. J'ai été aussi avec lui, on était ensemble lorsque nous avons mené le combat pour dire non à la mise en place du Sénat et à la révision de l'article 37. De tous ces événements, de ces épisodes-là, je garde de lui l'image d'un homme engagé, un homme de conviction, un combattant politique hors pair, un stratège très fin qui, bien entendu, manquera à notre pays au moment où nous sommes en train de traverser des turbulences. Qu'il repose en paix et que la terre libre
continent qu'il a tant chéri et tant servi, il soit vraiment léger. Salif Diallo, repose en paix. Tu as beaucoup travaillé pour ton pays et tu peux être fier de ce que tu as réalisé sur terre. Maintenant que les générations futures qui te suivront continuent ton œuvre. Demain, mercredi 23 août, les Angolais iront aux urnes pour élire leur nouveau président. Mais sauf extraordinaire surprise, le vainqueur du scrutin déjà connu, João Lourenço, désigné comme successeur par Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis près de 40 ans, devrait l'emporter malgré un bilan mitigé. Reportage. Le président s'en va, vive le nouveau président. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, João Lourenço. Et l'ex-ministre de la Défense entend bien perpétuer la domination exercée par son parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président Dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Le bilan est pourtant mitigé. Dos Santos a ramené la paix après la longue guerre civile de 1975 à 2002, mais l'Angola reste un des pays les plus pauvres au monde, malgré la manne pétrolière. En cause, le népotisme du régime. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques potes. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient au peuple. Après la chute des cours du pétrole depuis 2014, le chômage s'est envolé. Une partie croissante de la population réclame l'alternance. Nous en avons marre de ces mensonges. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'écoles. Toutes ces années de mauvaise gouvernance. Le MPLA devrait en faire plus. La jeunesse est fatiguée. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Mais les principaux partis d'opposition n'ont pas les moyens financiers, ni le même accès aux médias que le parti au pouvoir. Le règne sans partage du mouvement populaire pour la libération de l'Angola est donc parti pour durer. En bref et en images, les Gabonais l'attendaient depuis 5 jours. Le nouveau gouvernement a été dévoilé ce lundi dans la soirée à Libreville. L'équipe gouvernementale est ramenée à 38 ministres, dont 40 pour l'ancienne équipe. Le grand chamboulement attendu ne s'est pas produit. Plusieurs cadres de l'équipe sortante ont conservé leur portefeuille, sinon changé simplement de poste. L'ouverture n'a concerné qu'une partie de l'opposition. Les principaux lieutenants du chef de l'État conservent leur poste. La défense reste entre les mains d'Étienne Massar Makaga et Alain-Claude Bilibinze demeure patron de la communication. Pascal Roigny conserve le portefeuille du pétrole. Les sorties les plus inattendues sont celles de la ministre des Sports, Nicole Assélé, cousine d'Ali Bongo, ainsi que les sorties du ministre de la Justice et de celui de l'Éducation nationale. La Centrafrique subit un regain de violence des factions de l'ex-Séléka qui prétendent défendre la minorité musulmane et des groupes d'autodéfense anti-Balaka, majoritairement chrétiens. Au moins 13 personnes ont été tuées ce week-end à Bria, à 450 km au nord-est de Bangui. De nouveaux affrontements y opposent ces groupes armés depuis le début de la semaine dernière. Reportage. En Centrafrique, 13 corps ont été dénombrés samedi à Bria après des affrontements violents entre les éléments d'autodéfense des miliciens anti-Balaka et les éléments du FPRC d'Abdoulaye Hissène, une faction de l'ex-rébellion de la Séléka. Au moins 20 blessés ont été recensés au niveau de l'hôpital de la localité, pour la plupart des combattants des deux camps et quelques civils. Les deux groupes armés se livrent des combats depuis le début de la semaine dernière à Bria. Et selon des médecins, le nombre de morts avoisine la trentaine, si l'on compte ceux de mardi et mercredi dernier. Il faut dire que certains morts n'ont pu être dénombrés par les médecins parce que les corps ne sont pas arrivés à l'hôpital.
Samedi, la mission des Nations Unies MINUSCA avait indiqué que les casques bleus étaient à pied d'œuvre pour contenir ces nouvelles violences entre les présumés anti-Balaka et la faction arabe du FPRC. La MINUSCA présente à Bria n'a pour l'instant fait aucun bilan, mais la tension reste vive dans la localité. Au Sénégal, la pêche est la première branche exportatrice du pays. Le secteur emploie environ 600 000 Sénégalais. Mais force est de constater qu'une bonne partie artisanale se pratique souvent en pirogue. L'activité intense des bateaux industriels cause un manque à gagner chez les petits pêcheurs. Cet élément est signé de notre correspondant sur place, Cher Berthe. Plus de 700 km de côtes et une ressource halieutique estimée à 500 000 tonnes de pélagique, le Sénégal est l'une des régions les plus poissonneuses au monde. Mais ces dernières années, les ressources commencent à se faire rares. La raison, une surpêche à la limite sauvage pratiquée par les bateaux industriels étrangers. Sur les quais, les pêcheurs sénégalais sont au bord du gouffre. Nous pêchons les pieuvres. Les bateaux viennent ici pêcher les pieuvres dans 11 km, 17 km, 15 km. Là-bas que les pirogues vont, il y a beaucoup de pirogues. Il n'y en a pas partir à la mer. On pêche, on attrape rien de tout. Plus poissonneuses, les eaux sénégalaises sont fréquemment pénétrées sans autorisation de pêche par les bateaux chinois et russes pour la plupart. En juin dernier, suite à une course-poursuite, la marine sénégalaise a pu arraisonner 7 navires chinois en flagrant délit au large de ses côtes. Ils étaient à 7 nautiques de la côte, alors qu'ils devaient être au moins à 12. Donc là, ils s'approchent parce qu'ils suivent le poisson et parce qu'il y a également beaucoup de poissons. C'est la raison pour laquelle ils ont tendance à s'approcher. Mais toute cette zone, c'est un peu une zone de reproduction des poissons. Pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la pêche INN, le Sénégal a procédé à un durcissement des sanctions et amendes dans un nouveau code maritime adopté en 2015. D'abord par l'augmentation substantielle des amendes pécuniaires, mais les fauteurs courent aussi les risques d'une suspension momentanée ou définitive de leurs livrets, pire, de voir leurs navires confisqués. Je l'annonçais en titre, la Cour suprême indienne a interdit ce mardi le divorce par répudiation expresse de la femme autorisée dans la communauté musulmane. Un dossier brûlant qui touche le cœur de la conception de la laïcité du pays. Pour en avoir une idée plus claire, voici en rediffusion un reportage tourné en avril 2016 sur la répudiation expresse. 3 mots ont suffi pour faire de Sadaf Mehmoud une mère célibataire. Son mari a unilatéralement mis fin à leurs 5 ans de mariage en écrivant le mot talak 3 fois dans une lettre. Une pratique dérivée de la loi islamique et garantie par une ancienne loi britannique toujours en vigueur en Inde. Officiellement laïque, le pays a des lois familiales séparées pour les communautés religieuses. Sans emploi et ressources, Sadaf a dû retourner chez son père. C'est juste un jeu pour eux. Ils ne se soucient pas de nos vies, de leurs responsabilités, rien. Il s'est remarié, il est heureux. Il n'est jamais revenu vers nous. Il ne regarde même pas ma fille. Dans un pays qui compte 155 millions de musulmans, des milliers de divorces instantanés ont été prononcés. À l'inverse des hommes, les femmes doivent faire appel à un responsable religieux. À 26 ans, Shesta Ali élève ses 2 fils sans soutien financier. Son beau-père, une figure religieuse locale, a fait pression pour le divorce, après 6 ans de mariage. Il nous a convoqués pour parler de nos problèmes domestiques, mais il a brutalement changé et a commencé à frapper mon mari. Sa famille lui a dit qu'il favorisait sa femme. Ils m'ont traité de menteuse, ils m'ont dit qu'il devait divorcer, ils l'ont forcé à dire talak. Ils m'ont battue et je me suis évanouie. Une divorcée a décidé de demander à la Cour suprême d'interdire le triple talak, accusant les hommes d'abuser de la loi. Pour les partisans de l'interdiction, la procédure de divorce mentionnée dans le Coran doit durer 90 jours et ne peut pas être instantanée. Cette méthode n'est nulle part mentionnée dans le Coran. Donc si notre religion ne nous autorise pas à divorcer comme ça, pourquoi est-ce que notre société l'accepte ? Beaucoup de pays musulmans comme le Bangladesh ont interdit cette pratique. Mais en Inde, où le gouvernement hindou milite pour une loi civile unique,
Des organisations musulmanes redoutent que l'interdiction fragilise leur identité. Une pratique désormais interdite en Inde. Merci de nous avoir suivis pour ce journal. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt sur Sika.